peu plus d'inscrits. Est-ce qu'on n'attend pas encore 1 ou 2 minutes, tu crois, ou on démarre comme tu Ouais. veux? Les gens vont arriver et puis le temps est assez contraint vu l'ensemble des sujets quand même qu'on a abordés. Hein. Ok, bon, bah alors allons-y. Du coup, bienvenue à tous pour ce retour d'expérience sur le projet Eco 2 qui se situe dans le quartier de la Méno, qui est un quartier en renouvellement urbain et qui bénéficie du coup d'un cadre particulier de projet pour pouvoir émerger, qui a fait l'objet d'une consultation qui a été lancée par l'équipe du NPNRU du quartier de la Méno, donc une consultation portée par l'Eurométropole de Strasbourg. C'est un projet qui se situe, alors avant de rentrer peut-être dans le détail du projet, juste vous rappeler en fait que on a co-organisé ce retour d'expérience avec Fibois Grand Est, donc qui est l'interprofession de la filière forêt-bois dans le Grand Est, et avec Ronan Bélier du pôle Fibre Énergie Vie. L'objectif étant de vous permettre, à travers une série de retours d'expérience, de bénéficier des enseignements que vont nous livrer les différentes équipes qui vont participer à ces retours d'expérience. Le maître d'ouvrage entouré de toute son équipe de maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, entreprise de construction bois, mais aussi son contrôleur technique, le cas échéant. On a pensé que, c'est quelque chose qui est ressorti très fortement, pardon Thibaut, juste pour rester encore dans la genèse du projet, quelque chose qui est ressorti fortement de la stratégie de construction bois qu'on a monté avec Thibaut il y a quelques années, de ce besoin de pouvoir partager finalement des méthodologies sur la manière dont les projets se passent. C'est pas tant parler seulement du quoi, avec des sujets très techniques, que parler du comment. Et donc, on vous a livré avec les élus le 26 mai nos intentions de construction dans différents projets de l'Eurométropole, autour de 300 à 400 logements mettant en œuvre du bois par an. Et on comprend bien que la question de la méthodologie est un sujet important. Alors, peut-être, oui, tu peux aller à la diapositive suivante. Juste vous rappeler des règles de bonne conduite pour ces sessions en webinaire, de fermer votre microphone quand vous n'avez pas la parole, et aussi de couper vos caméras quand vous n'avez pas la parole. Vous pouvez interagir dans le chat sur le côté grâce aux petits éléments de discussion. Là, on voit une petite bulle, là où je positionne ma main, voilà, où on peut du coup afficher la conversation et on peut converser via ces petites bulles, voilà, via le chat sur le côté, et on pourra répondre à vos questions selon le temps qui nous restera, ou par la suite après le retour d'expérience. Si jamais vous ne nous entendez pas quand vous souhaitez prendre la parole, n'oubliez pas de réactiver votre haut-parleur, et sinon on vous rappelle que la conférence est enregistrée pour pouvoir la passer en replay suite au retour d'expérience. Donc comme je le disais, le 26 mai, donc on a annoncé les perspectives, et puis on a pu organiser une table ronde avec un certain nombre de maîtres d'ouvrage, de membres de maîtrise d'œuvre, aussi bien architectes, bureaux d'études, entreprises de construction, et puis la partie plus assurantielle. Et puis là, on se lance du coup dans une série de retours d'expérience, dont le projet Eco et le Eco 2 est le premier d'une série de 6 retours d'expérience. On en mènera 2 avant l'été, avec la prochaine qui se situera le 6 juillet autour de la rénovation énergétique de l'école Branly. Et puis après l'été, on pourra faire 4 autres retours d'expérience, aussi bien sur de la construction que sur de la rénovation, en logement comme en bâtiment tertiaire, aussi avec des sujets de surélévation. Et on achèvera ce cycle de rencontres par des rencontres qu'on espère pouvoir organiser en présentiel, pour faire se rencontrer des maîtres d'ouvrage et des experts de la construction bois qu'ils pourront associer dans leurs équipes en maîtrise d'œuvre, donc aussi bien architectes, bureaux d'études, entreprises de construction bois, mais aussi contrôleurs techniques.
voilà, tu peux passer à la diapositive suivante. Donc pour revenir du coup, au retour d'expérience qui nous concerne aujourd'hui, vous présentez, l'équipe qui a participé à ce beau projet. Alcis du coup qui est le promoteur qui a réalisé cet ouvrage, entouré, d'une équipe d'architectes CAE+ Architecture Globale, d'un bureau d'études structures qui est ingénierie bois, d'un BET thermique qui est Ilios, d'un paysagiste, représenté par Françoise Maire. Et puis pour, du coup les entreprises, qui ont mis en œuvre du bois par Mob Alsace, et puis par, qui est une entreprise de charpente, et puis par une entreprise de menuiserie qui est, F&MS. Donc on voit là sur ce plan, le projet, qui est, situé, dans le quartier de la Méno, à côté, du parc Schulmeister. Hem et voilà, tu peux passer à la diapositive suivante. On voit quelques photos, au moment du chantier, donc ce projet, qui représente 66 logements collectifs, 7 logements en intermédiaire et puis 3 maisons individuelles et qui fait la part belle au bois tout en mettant en œuvre une mixité de matériaux avec du béton, selon les parties de bâtiment. On y reviendra un peu après. En fait, ce qu'on vous propose, c'est de visionner un petit film, qu'a réalisé Fibois, puisque au moment de la en fait, ce projet a été lauréaté, dans un dans un prix qui est remis par Fibois Grand Est, qui est donc lauréaté dans une catégorie, logement collectif et groupé, en 2020. Donc le prix régional, qui a participé au prix régional de la construction bois. Et puis aussi vous précisez du coup que ce projet en fait, est labellisé, BBCA, et qui a donc, largement enfin participé à asseoir, ce label avec, des itérations nombreuses puisque voilà, on l'a vu avec l'équipe, lors de la préparation de ce retour d'expérience. Et du coup, on vous propose en fait de visionner un petit film qui vous présente, globalement ce beau projet. Thibaut, je te laisse la main. Oui, alors je vais partager mon écran. Juste s'il y a des gens qui arrivent, est-ce que vous pouvez accepter, s'ils sont dans la salle d'attente, est-ce que vous voyez bien la possibilité de les faire rentrer? Parce que du coup, je vais pas pouvoir être sur l'écran. Alors, attendez, hop, là, vous devez être sur ma fenêtre. Est-ce que vous voyez bien un écran YouTube? Oui, on voit bien un écran YouTube. Ok, Là, bon, on c'est voit plus, parti. mais on voyait et ça doit partir. C'est normal qu'on n'entende pas de son?
Vous avez bien eu le son? Tout a marché? Non, alors le son marche pas pendant le partage, mais du coup, on va remettre le lien en fait dans le Ouais. chat de manière à ce que tout le monde puisse le revisionner sur son ordinateur s'il le souhaite. Je vous mets le lien. Désolé de ces problèmes techniques. Et donc, on a loupé en fait une partie du coup de la présentation. Peut-être Franck, tu pourras essayer d'être succinct pour redire en 2-3 mots en quoi consiste le projet, parce que c'était l'intérêt aussi de pouvoir le présenter comme ça. L'attaque, Tali? Ouais, ben voilà. Je pense que du coup on va rentrer dans le détail du projet. Ce qui est proposé là, du coup, c'est de passer un déroulement en fait des différentes phases. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, quand vous ne prenez pas la parole? Merci beaucoup. Donc c'est Thibaut qui va animer cette partie-là. Et alors, simplement peut-être en 2 mots, Franck, tu veux représenter ton projet, étant donné qu'on n'a pas pu entendre la présentation? Oui, alors assez rapidement, effectivement, concours lancé en 2016 par la ville de Strasbourg pour tenter de reconstruire une partie de la ville, c'est-à-dire un îlot en fait complet, cerné par 3 rues, donc par le domaine public, un îlot de 40 arts, sur lequel il nous est proposé de réaliser un projet multiforme et multivolume. Charge à nous d'en déterminer à la fois la performance et la typologie architecturale. Et donc, on est parti, on a été retenu en tant que maître d'ouvrage avec notre équipe, puis on a lancé un concours d'architectes entre XO et CAE+. Et en fait, CAE+ a remporté le concours d'architecture donc devant XO. La grande particularité de ce projet, c'est qu'on est sur un sous-sol complet qui occupe quasiment toute la parcelle, avec une forme de fer à cheval de sorte aménagée au cœur, une zone en pleine terre pour pouvoir planter des sujets hautes tiges, puisque ça c'était un élément déterminant aussi qu'on avait souhaité intégrer dès le départ. C'était essayer de préserver le maximum de pleine terre malgré la contrainte parking qui était extrêmement importante. Et puis en superstructure, tu le rappelais, 66 logements, dont 9 appartements donc de type intermédiaire, donc 3 maisons de ville de 3 logements chacune, donc 9 logements de type intermédiaire avec entrée directe depuis l'extérieur, 7 maisons individuelles jumelées, et le solde, à savoir 50 logements collectifs dans des bâtiments d'aviation collectif, l'ensemble sur un parking de 84 places, pour résumer rapidement. Donc le gros challenge de ce dossier dès le départ, c'est celui que nous a proposé Gilles, puisque Gilles étant toujours le plus fou de la bande, dès le départ en 2016, il m'a dit est-ce que tu es prêt à prendre un pari complètement dingue, à savoir est-ce qu'on se lance dans un truc qui s'appelle BBCA et qui n'était pas encore codifié à l'époque, pas encore arrêté, un moteur de calcul qui n'était pas du tout figé. Et puis, comme on aime bien être fou, Gilles et moi, on a dit banco et on est parti dans l'aventure du label BBCA, sachant qu'encore une fois, il s'agissait de se former, il s'agissait pour Gilles de former son équipe et de suivre l'évolution du label, ceci encadré évidemment par Cercal en tant que certificateur et donc à la délivrance du label. Et donc, travail très très complexe, puisque en fait le label évoluait, les exigences évoluaient. On avait, je crois, et Gilles le confirmera, plus de 350 paramètres à introduire dans le moteur de calcul pour parvenir à calculer l'impact carbone effectif au mètre carré de surface du plancher de l'opération, entre un choix d'énergie renouvelable primaire en entrée de résidence, puisqu'on est parti en couplet de forêt dans la nappe, pour faire de la géothermie dans la nappe avec chauffage au sol. Et donc, on avait 80% d'énergie renouvelable, ce qui était quand même favorable et qui permettait de compenser un très gros impact carbone du sous-sol, puisque vous savez que le béton, à l'époque, n'était pas encore disponible en bas carbone. Et donc, on avait évidemment une grosse piscine qui était assez défavorable au départ dans l'opération. Et donc, d'où l'itération, les 9 itérations en superstructure pour mixer les matériaux jusqu'à arriver au point de répondre aux exigences de la certification, sachant qu'on a dû travailler dans 2016 très très tôt avec les industriels, puisqu'à l'époque, on était dans les défricheurs vraiment très pionniers, puisque beaucoup d'industriels n'étaient même pas encore très au fait de l'impact des fiches FDES et de l'enregistrement IGNES de ces fiches
sur le calcul et donc sur l'évolution du bâtiment vers la décarbonation, puisqu'on s'inscrit dans la stratégie énergie-carbone, donc dans l'expérimentation énergie-carbone lancée par le gouvernement. Et là aussi, donc, on était défricheurs sur cette expérimentation. D'où la difficulté d'intégrer au fil du temps des valeurs de moins en moins forfaitaires, parce que si on avait dû rester sur des valeurs forfaitaires des matériaux, évidemment, on aurait eu les plus grandes difficultés du monde à obtenir le niveau requis et la certification. Beaucoup d'industriels ont joué le jeu. Je citerai principalement Bouillet-Leroux avec sa biobrique, donc sa brique très bas carbone, grâce à laquelle on a pu mixer les matériaux, puisque l'objectif initial avec Gilles, c'était aussi d'être les premiers à démontrer que nous pouvions atteindre des seuils très bas en carbone, tout en mixant les matériaux et donc en utilisant chaque matériau pour ses propriétés propres et en les combinant de façon optimale pour atteindre le niveau de performance requis. Et c'est ce qu'a permis de démontrer ECO2, puisqu'on a été le premier BBCA dans le Grand Est, et sous la forme en plus d'une approche multimatériaux qui montrait que le bois combiné au béton, combiné à la brique, permettait de répondre aux exigences en utilisant au mieux chaque matériau pour ses propriétés respectives. Voilà. Alors, merci Franck. Donc on perçoit bien la motivation, notamment d'obtention du label avec la mixité des matériaux. Est-ce que vous pouvez préciser quelle place a été consacrée justement aux matériaux bois, qui nous occupe peut-être un peu plus aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez réfléchi à son intégration et comment vous avez travaillé cet aspect En fait, avec programmation? Gilles, l'idée c'était de reprendre chaque fois le calcul, de remixer les matériaux et de voir jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point on devait intégrer du bois pour atteindre encore le seuil carbone qu'on souhaitait. Et donc il s'est avéré que nous avons finalement dû réaliser donc les 3 maisons de ville de 9 logements, donc de 3 x 3 en ossature bois complète sur rez-de-chaussée béton. Et puis on a réalisé les 7 maisons jumelées en ossature bois, et on a réalisé aussi les attiques des bâtiments d'habitation en ossature bois, les menuiseries extérieures aussi sont en ossature bois, les plattelages de terrasse en ossature bois. Donc on a rajouté du bois en fait jusqu'à due concurrence de l'exigence que le moteur de calcul nous préconisait, nous fixait. Donc il y a quand même pas mal de bois, et justement la difficulté c'était de marier les matériaux et d'associer et de résoudre les problématiques d'adéquation entre la maçonnerie de briques par exemple, le béton et le bois, puisque ça crée des points de difficulté évidemment à chaque fois qu'on est en mix. Et ça, Gilles pourra rentrer, ou Carlos, dans le détail s'il y a des questions techniques plus précises. Et est-ce que par rapport à cette ambition initiale du projet, donc de répondre finalement aux exigences du label, est-ce qu'il y a eu des évolutions au fil du temps par rapport aux critères qui ont peut-être évolué aussi entre Là, je propose à l'évolution et Gilles de la répondre parce réalisation? qu'effectivement, il y a eu pas mal d'évolutions. Gilles, tu es là? Je suis là. Oui, Oui, bonjour, Gilles Garnier de Ilios. On a vécu, comme le disait Franck, et je le précisais, d'une part, pendant la phase d'étude de ce dossier, donc, qui était à l'automne 2017 jusqu'à janvier-février 2018, on a vécu l'évolution de la méthode de calcul du BBCA, puisque c'était un nouveau-né, et au niveau national, il faisait évoluer la méthode de calcul. Nous avons vécu la révolution des fiches FDES, puisque à l'époque, n'importe quel fabricant s'autoproclamait une cotation carbone ou un équivalent CO2. Et à ce moment-là, il y a eu un coup de sabre donné par les instances françaises, puisqu'il s'était aperçu, on peut le dire, que certains s'autoprogrammaient des qualités qu'ils n'avaient pas forcément en tant que fabricants. Donc les fiches INIES étaient en train de s'instaurer, les FDES certifiés INIES, certification par un tiers. Donc ça nous a coupé l'herbe sous le pied, puisque la banque de données des FDES a été divisée pratiquement par 10 du jour au lendemain dans ce qu'on pouvait retenir pour les bardages zinc, les bardages cuivre, l'étanchéité, les ossatures bois, le béton et les blocs terre cuite. Et on avait aussi, et c'est assez marrant, on s'est serré les coudes avec l'examinateur Cercal, parce que lui, c'était son premier dossier dans l'Est, et il était basé dans l'Est. Donc on se rodait un peu tous en se serrant les coudes, en se posant des questions de bon sens par rapport au cahier des charges BBCA, par rapport au forum et par rapport aux questions qu'on pouvait poser aux certificateurs Efinergie.
Donc, on était un peu tous solidaires sur ce projet. Il n'y avait pas des contrôleurs et des contrôlés. On était tous ensemble. Où dans un premier temps, on était un peu pollué par le dogmatisme de dire il faut faire de l'ossature bois de partout, ce qu'on lit encore dans le Moniteur régulièrement, et on peut faire des choses efficientes en carbone en mettant le bois où il est efficient et en mettant d'autres matériaux que certains mettent en opposition, et ce n'est pas du tout notre idée, et mettant du béton et de la brique en d'autres endroits où ils sont efficients. Donc, c'est ce qu'a dit Franck tout à l'heure. On a voulu donner un exemple de l'antidogmatisme du tout bois pour faire du efficient en carbone. Il faut faire du bois, c'est le contexte du webinaire d'aujourd'hui, mais on n'a pas été dans le dogmatisme. Et pour répondre à la question de Thibaut tout à l'heure, au début, on avait mis beaucoup plus de bois que ce que le projet n'a été réalisé. On faisait, ça c'est un peu sous mon impulsion, les 2-3 derniers étages du haut où les charges sont moins fortes, où les enjeux acoustiques vis-à-vis des voiries sont un peu plus allégés. On avait prévu de faire de l'ossature bois intégrale. Et par le jeu de l'optimisation des matériaux, du coût de feu, du coût de la plâtrerie, du coût du gros œuvre et du coût de l'ossature bois et du bilan carbone, on est venu au profilage d'utilisation du bois qu'a cité tout à l'heure Franck. Mais la première hypothèse, on était beaucoup plus maximaliste en bois et par le jeu de la faisabilité de l'opération au niveau économique, je me répète, et d'autres critères, feu, acoustique, on a travaillé avec le bureau de contrôle, on est revenu un petit peu en arrière par rapport à notre idée originelle. Voilà. Ce qu'on peut dire, Gilles, c'est que l'économie de la construction a été évidemment un élément déterminant. Il l'est toujours, il l'est probablement beaucoup plus encore aujourd'hui, puisque plus on va vers la complexité, plus l'économie de la construction doit être au cœur du réacteur pour tenir les engagements et pour nous assurer que des niveaux de performance programmés soient atteints. Et là, c'est vrai qu'on a eu une difficulté au départ, puisqu'on a eu une économie de la construction qui a été insuffisamment précise et donc finalement beaucoup trop faible par rapport au coût réel des bâtiments. Cette mauvaise anticipation nous a obligés aussi à refaire de l'économie constante et parce qu'on était encadré par un prix de vente qui était fixé avec la collectivité, puisque dans les engagements que nous avions pris auprès de la ville de Strasbourg, il y avait non seulement des éléments de performance énergétique sur le E et sur le carbone, mais aussi un prix de vente qui ne devait pas dépasser 3 000 € TTC du mètre carré en TVA à 20%, sachant que les maisons ont été commercialisées à 2 700 et quelques. Donc c'est pour vous dire qu'on vendait très peu cher un ouvrage forcément onéreux à construire. Et donc c'est là que ça a été beaucoup plus, comment dirais-je, délicat, parce qu'évidemment, si on avait pu vendre à 4 ou 5 000 € comme c'est le prix aujourd'hui moyen dans Strasbourg, on avait une liberté totale pour avoir un coût de construction supérieur. Or là, il nous fallait faire beau, il fallait nous faire comment dirais-je, noble, il fallait se faire au mieux au service de nos clients, c'est-à-dire en termes de taille de terrasse, en termes de recharge de véhicules électriques au sous-sol avec des bornes communes, avec un système park and plug, avec une œuvre d'art qui a remporté signature, donc l'appel à projet signature. Voilà tout un tas de choses qu'on avait voulu rajouter dès le départ pour faire vraiment une opération emblématique en zone de renouvellement urbain et démontrer par là même que en ANRU, on peut faire de très belles choses et on peut être très innovant, voire démonstrateur, même en ANRU. Donc, mais cette contrainte prix de vente avait donc forcément un impact énorme sur la maîtrise obligatoire du coût de construction. Et donc, grâce à Gilles et grâce aux itérations, on a pu parvenir à un mix qui nous a sauvés, même si le bilan a été très dégradé. Et heureusement qu'on ne l'a pas présenté à la banque d'emblée parce qu'elle n'aurait probablement pas financé l'opération. Mais on a pu sauver les meubles par rapport à l'économie initiale du projet et qui s'est dégradée en cours de route grâce justement, encore une fois, aux itérations qui ont pu marier les matériaux et grâce au travail collaboratif des industriels. Ok, merci. Je pense qu'on reviendra sur cet aspect budget et financement, mais peut-être une question aussi sur l'amont du projet. Finalement, comment vous êtes entré en relation avec les bonnes personnes et comment vous avez trouvé les compétences pour justement marier ces matériaux? Est-ce que voilà, vous connaissez les gens ou pas? Oui, Thibaut. Alors, si tu veux, comme le pacte n'existait pas, on a fait notre propre petit pacte à nous, par anticipation. Pierre Zimmermann n'était pas encore notre gourou à tous
pour nous retrouver régulièrement. Non, mais c'est blague mise à part, c'est vrai que grâce à Gilles, en fait, comme Alcis avait déjà tenté d'innover par le passé, avant même 2016, finalement, on avait quand même commencé à constituer des équipes de sachants autour de nous, dont Gilles était la pierre angulaire, j'allais dire. Et avec Gilles, on a réussi à agglomérer dans l'équipe des gens qu'on a considérés, va dire, sachants, comme ingénierie bois par exemple, des gens qu'on savait pouvoir nous guider utilement, avec Mob également donc en réalisation, qui pouvait également là aussi nous apporter un certain nombre de conseils, et on aurait même dû l'intégrer beaucoup plus tôt parce que je pense qu'on aurait eu des conseils judicieux beaucoup plus tôt encore. Voilà, mais on a procédé par itération, on a procédé un peu à tâtons, mais on avait quand même eu la chance d'être entouré des bonnes personnes et des bons bureaux d'études, y compris d'ailleurs Françoise Maire pour le paysage, puisque l'aspect paysage était absolument déterminant, et Françoise a fait un gros travail en même temps que la conception et dès le stade APS pour intégrer un volet paysager qui soit à la hauteur de l'enjeu du paysage à cet endroit-là. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a aggloméré de la compétence et c'est absolument déterminant. Ce qu'on n'a pas aggloméré, et c'est le grand regret, encore une fois, de ce dossier, et qu'aujourd'hui on corrige systématiquement, puisque ça a été un des enseignements qu'on a conforté par la suite dans d'autres dossiers, mais c'était celui de l'économiste. Il nous a manqué un économiste à nous, extrêmement pointu, et qui pouvait travailler en maquette numérique dès le départ, ce qui nous aurait évité bien un écueil économique majeur sur cette opération. Merci. Je vous propose de continuer sur la phase un peu conception. Je voudrais laisser la parole à l'architecte, Monsieur Manus, qui est aussi présent parmi nous. Peut-être avoir votre vision des choses. Comment est-ce que vous avez accueilli ce programme qui intégrait donc plusieurs matériaux, dont le bois? Est-ce que c'était nouveau pour vous? Est-ce que voilà, ça a nécessité des adaptations dans vos habitudes de travail? Et puis voilà, un petit peu votre perception et de ce projet aussi, voilà, par la vision de l'architecturale. Monsieur Manus, vous nous entendez? Il faudrait remettre votre micro si... Bon, alors peut-être qu'il a dû s'absenter. Peut-être qu'on y reviendra. On parlait aussi toujours vis-à-vis de la conception, donc de la mixité des matériaux, qui est un des points très emblématiques de ce projet. Je voulais passer la parole à Monsieur Foel aussi, du bureau d'études d'ingénierie bois. Peut-être avoir à votre tour peut-être votre vision de la mixité des matériaux et comment vous avez travaillé finalement avec l'ensemble des BE, donc notamment des BE béton. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors pour ce qui est des autres bureaux d'études, on travaille régulièrement avec Ilios et aussi avec HN Ingénierie, qui a donc été le BE de la partie gros œuvres. Après la mixité des matériaux, on a souvent affaire à ce type de structure, avec régulièrement des noyaux durs en béton armé, de la structure bois en périphérie. Justement, le béton armé a cette capacité de nous permettre de contreventer beaucoup plus facilement et régulièrement les bâtiments. Et la structure en bois, elle, permet d'avoir une légèreté. Mais je veux dire, après, la collaboration avec les autres bureaux d'études et avec HN Ingénierie a été très confortable. Comme on travaille souvent ensemble, on connaît les façons de faire de chacun. Et forcément, ça facilite après, derrière, les conceptions et les mises en œuvre. Merci Ludovic d'avoir rappelé l'importance de Mintry dans l'équipe, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, il n'est pas présent dans nos invités. Là, je regarde la liste, mais Mintry a été évidemment déterminant également, puisque c'était deux bureaux d'études structures qui travaillent ensemble. Et c'est là aussi, je dirais, un des éléments de complexité en fait des nouvelles opérations qu'on développe et qu'on essaie de promouvoir avec Tali et puis avec toutes les équipes tous les services. C'est des opérations qui nécessitent beaucoup plus de compétences, et donc il faut agglomérer de plus en plus de sachants autour de la table. Il y a quelques années, quand on préparait un projet au stade APS, on était 5-6.
Gilles peut en témoigner, dans les dernières opérations que l'on réalise ensemble, on est plutôt une quinzaine autour de la table, quoi. Et s'il en manque un, on est en difficulté. Donc ça, c'est vraiment ce travail d'itération, je pense que c'est l'avenir. Ce travail de temps laissé aux équipes pour mieux optimiser, pour mieux travailler, c'est l'avenir. C'est ce qu'on est en train de discuter avec les élus aujourd'hui à Strasbourg. Et je pense qu'avec les services et l'appui des services et l'appui des professionnels, je pense qu'on pourra convaincre qu'effectivement, la qualité du travail et l'intelligence qu'on doit mettre dans le projet pour l'optimiser sous toutes ses formes, c'est beaucoup une question de temps, et que laisser du temps aux équipes pour itérer et pour échanger devient de plus en plus déterminant. Bien, merci. Je salue aussi Vincent Klingler de l'entreprise MOB Alsace qui est aussi présent. Peut-être lui laisser la parole aussi pour connaître sa vision d'entrepreneur sur ce projet. Finalement, Franck parlait tout à l'heure justement de l'intégration de l'entreprise en amont du projet. Est-ce qu'il aurait fallu l'associer plus en amont? Est-ce que vous pouvez, Vincent, je ne sais pas si Stéphane est là aussi, mais nous apporter votre vision finalement sur ce projet, comment vous avez été associé? Et puis finalement, quels ont été les marchés de travaux qui ont été passés pour la réalisation de ce projet? Oui, bonjour à tous. Alors, comme l'a souligné Franck tout à l'heure, nous sommes intervenus un peu plus tard. On n'était pas présents en amont du projet. On a répondu à un appel d'offres en fait qui a été émis par le groupe Alsis sur un projet d'études rédigé par Ingénierie Bois. On est sur une structure on est en technicité courante en fait, hein. On est sur une ossature bois standard qui n'a pas posé qui a pas posé réellement de problème, ce qui nous permet aussi de pouvoir intervenir très vite, très simplement, sans remettre en cause en fait nos capacités industrielles ou notre méthode de travail habituelle. Alors effectivement, l'entreprise, nous aurions pu intervenir un peu plus tôt. Après, on en parlait lors de la préparation de la réunion, c'est toujours un peu délicat pour la maîtrise d'ouvrage d'intégrer une entreprise très en amont parce que après, quid des appels d'offres et des réponses, quid de la place réelle de l'entreprise dans une équipe de maîtrise d'œuvre et d'études. Il y a encore pas mal de questions à lever à ce niveau-là. Néanmoins, hein, c'est un très bel exemple de réalisation en fait où Franck le soulignait tout à l'heure, on a une mixité de tout un ensemble de matériaux qui permettent à la sortie de réaliser un ouvrage qui réponde à différentes normes, BBC. Il y a eu pas mal de choses qui ont été pas mal de projets qui ont été. Il a bossé avec Klinger, ouais. Il y a eu un. Non, c'est rien, Vincent. Il y a eu un micro qui s'est ouvert quelques secondes. Klinger a fait la construction de bois. Oui, c'est ça. Est-ce que par contre, juste vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît, on vous entend en même temps. Merci beaucoup. Mais c'est effectivement Vincent qui a fait la construction bois avec ses équipes. Oui. Et comme ça a été souligné, je trouve, un bel exemple de construction mixte, utilisant plusieurs matériaux en fonction de leur nature et de leur emplacement dans la construction, en fait. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est l'utilisation j'aime bien cette phrase, le bon matériau au bon endroit, en fait. Ce qui permet d'avoir, d'un point de vue technique, une belle réalisation, et d'un point de vue financier, je pense que du coup, le matériau bois n'a pas été un frein sur le projet, bien au contraire, il a participé au bon déroulement et sûrement aussi à l'équilibre budgétaire de l'ensemble du projet. Après, c'est comme tout projet, mixant plusieurs matériaux. En phase opérationnelle, c'est parfois un petit peu plus contraignant parce qu'il faut prendre en compte les autres intervenants. La grue qui est sur place, c'est souvent la grue du maçon qui est quand même prioritaire sur les autres lots parce qu'il fait tourner ses équipes. Du coup, parfois, c'était un petit peu tendu, mais on a toujours réussi à s'organiser voilà, en ayant un dialogue ouvert et courtois les uns avec les autres. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, je voudrais juste
Oui. Dire qu'il faut pas faire d'angélisme parce que c'est quand même un dossier qui a été extrêmement compliqué à réaliser sur le terrain, et je pense qu'on a eu un temps finalement d'ingénierie encore trop court. Malgré ce qui a pu être fait, mais une fois, je pense qu'en termes de méthode, aujourd'hui, il nous faudrait plus de temps d'ingénierie pour optimiser les plans, éviter par exemple des murs d'interface en béton entre les maisons qui ont posé plus de problèmes qu'autre chose. Enfin, on aurait pu mieux faire. Je pense que des plans de détail auraient pu faciliter après la mise en œuvre sur site. Donc je crois que ce qu'on a aussi appris, c'est que des projets un peu plus complexes, même si on n'est pas en train de faire une centrale nucléaire, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin, parce que ça reste de la brique, du béton et du bois. Mais pour autant, on est quand même en train de mettre en travail concomitant des entreprises qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble ou à des phases différentes. Et là, on a 3 types d'entreprises qui interviennent au même moment avec des modes de constructifs différents et des modes d'intervention différents. Et c'est là où ça se complique, et c'est là où, je dis, l'ordonnancement des tâches, le travail de la maîtrise d'œuvre d'exécution est extrêmement important, parce qu'il faut être beaucoup plus sur le chantier, il faut être là tout le temps, il faut presque être là tous les jours. Si on veut faire intelligent, si on veut faire pertinent, si on veut faire efficace, il faut être là tous les jours, et il faut interfacer, il faut faciliter l'interface, il faut faire discuter les entreprises entre elles, et ça a été un peu la grande difficulté du sujet par rapport à un chantier classique où une entreprise de gros œuvres déroule, paf, 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 et après les autres corps du métier en second œuvre viennent finir. Hein. Ça ne se passe pas du tout comme ça. On rentrera plus dans le détail sur le chantier un peu ultérieurement, mais merci de cette précision. Peut-être une question là, par rapport encore à l'entreprise et au bois, et enfin, ça concerne aussi, je pense, les bureaux d'études, mais est-ce que la provenance de la ressource a été un sujet de discussion, et notamment pour améliorer d'autant plus et limiter d'autant plus l'impact carbone, ou est-ce que c'était encore prématuré comme discussion? Non, c'était encore prématuré. On n'a pas eu de problème de ressources. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu d'actualité. En tout cas, on en parle plus. Dans le monde de la construction bois, on utilise principalement des bois techniques qui nous proviennent de nos pays limitrophes. L'Allemagne pour quasiment 80% des provenances, avec un peu de bois autrichien et suisse néanmoins. À l'époque où le projet s'est construit, il n'y avait pas de sujet. Le bois, c'est du bois de forêt noire. Il est facile à faire venir, facile à transformer en disponibilité. Enfin, il n'y a pas eu de sujet à ce niveau-là. Merci. Et est-ce qu'on peut avoir finalement un comparatif entre la durée de la phase conception et la durée de la phase chantier par rapport à, est-ce que justement les études ont été plus longues que la réalisation? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oui, je pense qu'effectivement, la partie conception jusqu'en phase pro DCE a été certainement plus longue que la phase pose, par exemple, en parlant uniquement de la partie charpente-bois. Donc effectivement, les études, plans, etc., détails, mise au point avec le bureau d'études béton, avec Ilios, ont été certainement plus longues, je pense. Je ne pense pas. Je me permets, bonjour à tous. On a eu 18 mois de travaux et on a, je pense, en études, été autour des 12 mois, grosso modo. Donc, oui, je parle uniquement de la partie charpente-bois. Ah, pardon. Oui, pas de l'ensemble. Pas de l'ensemble. Okay. Non, moi, j'étais vraiment sur le délai global du tout compris. Et effectivement, et Carlos a raison de le signaler. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu et on aurait dû avoir plus de temps. Ça aussi, c'est je pense un des enseignements des consultations futures et des modes de consultation, c'est que lorsqu'on désigne une équipe de maître d'ouvrage avec ses bureaux d'études et voir ces entreprises, hein, puisque comme le disait Vincent, je pense qu'il faut de plus en plus intégrer les entreprises en amont parce qu'elles ont aussi des spécificités, et qu'en fonction de la spécificité de production de l'entreprise, le bureau d'études, Ludovic, peut aussi adapter en face sa réponse et ses préconisations. Donc je pense que le travail entre l'exécutant et le bureau d'études est très important dans ce type de sujet. Et donc, si on a plus de temps dans l'avenir pour mieux faire encore et pour laisser au bureau d'études le temps d'échanger plus longuement et plus exhaustivement et d'intégrer des solutions que propose l'entreprise, par exemple dans les plans, on sera là aussi gagnant. Donc un temps plus long que classiquement, mais probablement pas encore assez long
pour qu'on puisse travailler sereinement et aller exhaustivement dans les solutions les plus pertinentes. Tu donnerais combien de temps, Franck, si tu devais… Alors, c'est totalement inqualifiable, Thalys, parce que je pense que chaque projet est différent et je pense que le temps, c'est celui du projet et c'est celui que les bureaux d'études vont pouvoir déterminer, je dirais, en 2 ou 3 réunions. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons fixer le temps nécessaire, ce sont les bureaux d'études qui, autour de la table, en discutant entre eux, finalement, en 2 ou 3 réunions, vont commencer à identifier les points de complexité du projet en détail et vont nous dire, voilà, en théorie, pour bien faire, il faudrait qu'on ait tant de temps. Et à partir de là, on peut caler tous les acteurs. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas être directif en cette matière parce que chaque opération va nécessiter un temps de gestation différent. Pour compléter le propos de Franck, effectivement, ce projet-là, nous, on est parti sur un projet ambitieux, mais on voulait surtout utiliser des techniques courantes pour pouvoir utiliser notre réseau d'entreprises locales. Ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et du fait de cette technique courante, on n'a peut-être pas suffisamment pris le temps, comme il le disait tout à l'heure, de voir les interactions, et la difficulté du chantier a été là, c'est vraiment les interactions entre les différents corps d'État. Ceci combiné, et c'est là où je rejoins complètement Franck sur le temps de travail qui est propre à chaque opération, c'est que sur ce site-là, on n'a pas eu la possibilité de s'installer avec nos installations de chantier de manière ou suffisamment étalée, ce qui a comprimé certains temps d'intervention entre le maçon et le menuisier, le charpentier, pardon. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque opération. Si vous avez la possibilité de vous installer correctement sans prendre d'emprise sur la voie publique pour les livraisons et des choses comme ça, c'est forcément beaucoup plus simple que le site d'Eco2 qui a été très contraignant à ce niveau-là. Oui, il faut préciser que vous êtes entouré par du domaine public. Hein. Et vous n'aviez pas la possibilité de vous étaler. Ce que dit Carlos, c'est absolument déterminant, c'est que dans les consultations futures, il faut absolument que la logistique chantier soit intégrée dans la physionomie de la parcelle ou dans la physionomie de la surface à occuper qui peut aller au-delà de l'îlot imparti. C'est-à-dire qu'il faut que la collectivité prévoie le gel de certaines voiries pendant des temps longs ou que l'occupation du domaine public autour du chantier soit prévue avec ou l'aménageur ou le bureau d'études qui va planifier, qui va ordonnancer les travaux parce que faute de pouvoir implanter correctement le chantier, la logistique du chantier en pâtit terriblement. L'interface entre les entreprises en pâtit, ça complique les choses, ça crée des tensions permanentes entre les entreprises, avec les représentants de la collectivité, avec les services, ce qui est une très mauvaise chose. Donc je pense qu'il faut vraiment prévoir le projet et prévoir immédiatement dans la consultation toutes les facilités logistiques qui devront être intégrées au projet pour que ça se passe de façon sereine pour tout le monde. Bien, merci. J'avais encore juste 2 questions avant de passer sur la phase chantier proprement dite, mais il y a déjà de nombreux éléments qui ont été communiqués. Monsieur Manus, est-ce que vous êtes de retour parmi nous? Si vous m'entendez? Non, on n'a toujours pas… Bon, j'avais encore toutefois une question par rapport… vous parliez des techniques courantes, ça c'est un message fort aussi et très important. Est-ce que vous pouvez… rapidement nous parler justement du lien que vous avez eu à la fois avec le bureau de contrôle et votre assureur. Est-ce que ça a généré des discussions ou au contraire, est-ce que c'était parfaitement fluide du fait des techniques employées? Ben non, justement, ça a été assez simple hein, parce que, comme disait Carlos, on a voulu faire appel à des techniques dites courantes, justement pour ne pas nous rajouter de la complexité à la complexité. Et puis pour démontrer aussi, tout à l'heure Olivier Lang était en ligne, hein, il est donc patron chez nous à la FFB de la branche construction bois, et justement on discute souvent en interprofession de ce genre de sujet, parce que l'idée c'est de démontrer qu'on a les compétences locales et qu'on a les entreprises en local qui sont susceptibles de participer à un acte de bâtir ambitieux et que ce n'est pas la peine d'aller chercher des Luxembourgeois ou des Allemands ou des Autrichiens ou des Roumains pour faire des choses qu'on sait parfaitement faire chez nous. Et il ne s'agit pas forcément de révolutionner la construction, il s'agit de la faire évoluer au rythme de la formation des compagnons, au rythme de l'apprentissage des techniques, au rythme de la mise sur le marché aussi de nouveaux produits par les industriels.
Et si on laisse le temps aux filières et aux entreprises du bâtiment de s'adapter, on se rend compte, et c'est aussi une des démonstrations qu'on voulait faire, qu'avec des entreprises locales connues qui sont impliquées dans leur métier, dans nos métiers, qui cherchent à évoluer comme nous, on arrive à agglomérer toutes les compétences requises pour le faire sans révolutionner le bâtiment et surtout, par exemple, sans ATEX. Parce qu'on s'était dit que d'emblée, on allait faire en sorte à ne surtout pas demander d'ATEX. C'est-à-dire ne pas faire payer des choses inutiles à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de les payer, parce que si on avait fait ça, ça se répercutait forcément sur le prix de vente et on ne pouvait pas tenir nos engagements pour faire une opération à la fois emblématique et abordable en zone de renouvellement urbain. Parfait, merci. Je vous propose de passer à la phase chantier que vous avez déjà un petit peu abordée, mais peut-être une question à Vincent Klingler. Comment lui, justement, a vécu ce chantier d'un point de vue de l'entreprise, quoi, par rapport aussi aux contraintes d'accès et aux contraintes qui ont été citées tout à l'heure. Oui, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, le chantier était réellement contraint. Donc, on a vraiment travaillé en flux tendu avec des livraisons en fait quotidiennes, une organisation très pointue avec le maçon jour après jour pour le levage. Et puis, on venait avec nos camions, remorques, on déchargeait, on montait le jour même ce qu'on ramenait le matin, parce qu'on avait peu de possibilités de stockage. Ça s'est relativement bien passé dans l'ensemble, néanmoins, quand même très contraint. Oui. C'est sûr qu'il y a un peu, il y a parfois des pertes de temps, parce qu'il suffit d'une journée où tout se passe pour le mieux et on aurait pu enlever 20-30% de plus, mais voilà, les camions ont été chargés, on n'a pas plus de matériel, donc c'était parfois un peu frustrant, mais voilà, je répète, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Mais une organisation très très pointue, vraiment quotidienne. Nous aussi, nos conducteurs travaux, c'était du journalier. Hein. Tous les jours, il fallait faire le point entre les chefs d'équipe, le conduit de travaux, le levage, les OPC. Enfin, c'était une belle organisation. Merci. Et pour rebondir sur ce que dit Vincent, effectivement, la maîtrise d'œuvre a un travail absolument essentiel. Je parle en exécution sur le chantier et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'elle sous-estime le volume horaire et le temps à consacrer à un chantier comme celui-là. C'est parfois 2 personnes qui sont nécessaires à plein temps tout le temps. Si vous n'avez pas ce service, si vous n'avez pas cette disponibilité, le chantier part en travers immédiatement. Parce que l'interfaçage est trop complexe, parce que vous avez des problèmes d'approvisionnement, mais vous avez des problèmes de disponibilité des matériaux aussi parfois. Vous avez des problèmes de météo, évidemment, qui peuvent polluer aussi le chantier. Et donc, vous avez un ordonnancement qui est complètement remis en cause régulièrement. Et si vous n'avez pas ce pilotage extrêmement fin du quotidien, je répète, du quotidien sur place, clairement, c'est les entreprises qui sont parfois livrées à elles-mêmes, c'est elles qui doivent trouver les solutions, c'est elles qui doivent discuter entre elles pour assurer leur interface, ce qui est une catastrophe en fait. Et donc, il faut se dire que quand vous avez un chantier de cette nature, indépendamment du fait que ce ne soit pas de la très haute technologie, mais c'est suffisamment complexe pour nécessiter une implication extrême, permanente de la maîtrise d'œuvre d'exécution. Merci. Est-ce que vous pouvez préciser du coup, combien de temps a duré la phase chantier pour la partie bois? Je ne vais pas être très très précis. Stéphane n'est pas à côté de moi aujourd'hui. Hein. Du coup, peut-être que Carlos sait répondre mieux que moi. Honnêtement, je suis incapable de. Je pense que ça a été une question de 2-3 mois, je pense, entre la première intervention et la dernière. Mais je pense que c'est pas forcément plus que ça. Non, c'était relativement court. Hein. Et Vincent, par rapport à la préfabrication, est-ce que vous pouvez juste préciser et rappeler un petit peu comment est-ce qu'on monte des murs à ossature bois déjà en atelier et à quel moment vous lancez la fabrication, quand est-ce que vous avez eu les plans, voilà, ce genre de choses, comment ça se passe? D'accord. Alors, on a répondu à un appel d'offres dont l'étude a été menée par Ingénierie Bois. Nous avons, nous, de notre côté, missionné Ingénierie Bois pour le complément d'études, pour la justification de tous les assemblages, de toutes les structures.
ce qui nous a permis de travailler vraiment ensemble, de récupérer aussi des fonds de plan et puis des études qui ont déjà été menées. Ça, c'est toujours très, très intéressant pour nous. Il y a une petite spécificité quand même sur le chantier. C'est qu'en définitive, on retrouve des voiles béton qui vont séparer les logements entre eux. Et ces voiles béton ont là, pour le coup, été repris par l'ossature bois. Ce qui n'est pas commun habituellement, c'est la structure béton qui reprend structurellement les voiles bois qu'on vient mettre autour. Ici, c'est l'inverse. C'est les voiles bois qui reprennent le béton. Ça a nécessité un petit peu plus de temps de mise en œuvre parce que beaucoup plus de connexions et d'organes métalliques pour assurer la stabilité de l'ensemble. Néanmoins, pour la fabrication, chez nous, ça se passe plutôt bien. On a la chance d'être relativement bien équipé avec nos centres d'usinage et notre table d'assemblage automatisé pour les voiles bois. Du coup, on est sur une ossature standard, ossature panneau OSB, qu'on a entièrement préfabriqué en atelier avec l'intégration des isolants, des membranes par vapeur. Bon, il n'y avait pas de la tâche, c'était membrane par vapeur, c'est fini. Donc on est arrivé avec des murs qui étaient semi-finis sur chantier. Donc on assemble, nous, jusqu'à 9 mètres de long sur une hauteur d'étage. En règle générale, on s'arrête à une hauteur d'étage. Ce qui permet un achalandage sur chantier et un montage qui est quand même très, très rapide. On parle de 2 mois, 3 mois de présence sur site. On avait les maisons, mais il y a également les attiques avec toute la partie charpente. Donc là aussi, tout a été pré-usiné et pré-assemblé en usine. Et donc, on arrive vraiment sur site et on fait que du levage et de l'assemblage d'éléments entre eux. Mais plus de fabrication, de modification, tout est vraiment fait en usine. On arrive sur site, c'est que de l'assemblage, du vissage et de la pose, quoi. Et comment protège-t-on les matériaux sur site pendant le levage? Alors, c'est les membranes qui viennent recouvrir la tête de mur. On a le zinger qui est passé directement après nous. On le voit un peu sur les photos. Les échafaudages ont été montés de suite. Et on a des vêtures en joint de boue. Du coup, la protection des murs à l'extérieur a été faite par le zinger quasi dans la foulée du montage. D'accord, merci. Et peut-être une dernière question, c'est finalement sur cette articulation entre filière sèche et filière humide, filière sèche plutôt filière bois notamment. Comment la mixité des matériaux se gère sur un chantier? Est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il y a des phases d'attente liées au comportement des différents matériaux et comment finalement on s'organise entre les différents corps de métier? Alors pour les phases d'attente, oui, le béton a besoin d'un temps de séchage dont nous n'avons pas la nécessité dans filière sèche. Néanmoins, ça s'organise en amont, on sait le prévoir et on achemine les matériaux quand c'est le moment de l'élever. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est effectivement pour les phases de levage, parce qu'on utilise des engins de levage qui sont communs aux maçons, donc filière humide, et à la filière sèche. Là, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe parce que le maçon a ses équipes, il travaille sur plusieurs fronts en même temps. Le béton arrive, il faut lever le béton, il faut le mettre en œuvre. Du coup, ils sont prioritaires sur nos levages à nous, ce qui apporte de temps à autre quelques tensions, effectivement. Du coup, ça demande vraiment un ordonnancement très, très minutieux. Des relations quotidiennes et une organisation quotidienne vraiment pour que tout se passe pour le mieux, en sachant que parfois, il y a des jours où il n'est pas possible de lever parce que la grue est vraiment trop occupée. Et puis, ça nous a demandé aussi de venir sur site l'un ou l'autre samedi pour pouvoir mettre les matériaux en place parce que sur 2-3 jours, c'était pas possible de lever derrière à cause d'un arrivage important de béton. Mais c'est comme le soulignait Franck tout à l'heure, l'ordonnancement, l'organisation, le pilotage de la phase chantier est vraiment, vraiment très importante. Et ça demande vraiment beaucoup de temps.
d'expérience, alors ici et puis ailleurs, hein, mais à la FFB, justement, on est en train de développer ce qu'on appelle l'interprofession. On a donc un conseil des professions aujourd'hui qui réunit les différentes filières, justement pour que les filières puissent discuter entre elles et commencer à resserrer des liens pour que le travail se fasse de façon plus fluide et plus, comment dirais-je, plus développée dès l'amont. Par exemple, il y a aujourd'hui des entreprises de gros œuvres qui vont faire du bois, hein, et qui vont intégrer, qui vont racheter ou intégrer des constructeurs, des charpentiers, de sorte à avoir la double compétence et la double technologie sous une même enseigne. Et ça, c'est absolument déterminant parce que vous imaginez bien que si l'entreprise de gros œuvres qui sait faire le béton et la brique de la maçonnerie bas carbone sait aussi faire l'ossature bois, et bien évidemment, lorsqu'elle va venir, elle va utiliser sa grue, toute sa logistique pour pouvoir développer, elle, l'ensemble de l'opération de façon extrêmement efficace, avec beaucoup moins d'interface entre plusieurs acteurs. Et donc cette tendance va s'accentuer très fortement dans les prochains temps, avec déjà des acteurs aujourd'hui qui sont maîtrisés. Je discutais d'ailleurs avec le président de la branche gros œuvres nationale de la FFB, Christophe Possémier, qui a par exemple dans sa boîte de gros œuvres 45 personnes qui font que du bois, qui sont spécialistes de la construction bois et qui donc travaillent au quotidien avec la partie minérale. Et donc aujourd'hui, il y aura de moins en moins dans l'avenir des rôles de segmentation par filière, puisque les mêmes entrepreneurs travailleront avec tous les matériaux. Merci. Je retente Monsieur Manus, l'architecte. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous êtes de retour parmi nous. J'aurais bien voulu avoir votre regard aussi complémentaire. Si vous êtes là, n'hésitez pas à rouvrir votre micro. Non, bon. Alors, je vais terminer avec la dernière partie, finalement, sur la phase de livraison. Peut-être demander si vous avez justement des retours des usagers, à la fois sur la partie bois. Est-ce qu'ils étaient frileux? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Enfin, finalement, est-ce que vous avez eu des retours des habitants? Alors, il y avait eu quelques réticences lors de l'achat par la méconnaissance du procédé, du process, quelque part. Maintenant, une fois que le bâtiment est achevé, le bâtiment ressemble à un bâtiment très commun, hormis les quelques parties qui pourraient être en bois visibles. Donc, du coup, l'appréciation ou l'avis de l'usager devient très, très, très classique. Donc, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là en phase livraison. Là où il peut y avoir, et c'est propre à cette opération parce qu'on a eu quelques dégâts des eaux, c'est l'interrogation de la place d'un dégât des eaux momentané ou ultérieur qui pourrait avoir des désordres éventuellement sur la structure du bâtiment. Hormis cela, il n'y a pas eu de particularité de nos clients. Très bien, merci. Et est-ce qu'on peut vous demander comment vous aviez justement fait la communication en amont? Est-ce que vous avez communiqué sur les matériaux utilisés ou est-ce que finalement c'est un non-sujet? Non, on a effectivement communiqué sur le fait que les bâtiments qui étaient construits en ossature bois, on a bien évidemment communiqué là-dessus dans toutes nos documentations commerciales où les commercialisateurs, les réseaux avec qui on travaille savaient tous précisément quel bâtiment était construit en ossature bois pour ceux qui l'étaient, et bien évidemment l'autre élément qui était la menuiserie, les menuiseries extérieures qui étaient toutes en bois exclusivement sur ce projet. Donc, alors, ce qu'on peut quand même dire, Thibaut, c'est qu'on a affaire en ANRU à une population qui est quand même un peu particulière, qui est assez difficile. Je veux dire, voilà, c'est pas une clientèle habituelle et donc il faut là aussi déployer moult diplomatie et consacrer énormément de temps à la relation client parce qu'elle est très 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 délicate, très difficile. Alors que dans certaines strates de population, la construction bois et l'ossature bois, c'est plutôt vu comme quelque chose de noble, hein, c'est plutôt quelque chose de haut de gamme.
et qui est réputé et qui est connu pour être plus cher traditionnellement que la construction classique, puisque il y a quand même généralement des surcoûts. Et alors que pour cette clientèle, c'est pas forcément une valeur ajoutée. Je veux dire, le béton, la brique, c'est beaucoup plus tranquillisant, c'est plus réconfortant, ça paraît plus pérenne que le bois. Donc, je veux dire, c'est vraiment pas un avantage commercial du tout que de commercialiser des bâtiments en bois, comme ça peut être le cas d'une maison à ossature bois choisie par un ménage extrêmement sensible à l'environnement, par exemple, et à la qualité du bois et à la perception très, très agréable de la vie dans un bâtiment à ossature bois. Là, c'est pas du tout le cas. Ce sont des gens que probablement que si on leur avait dit que tout était en béton et en briques, ils auraient été encore plus satisfaits qu'ils ne le sont. Et là, ce que disait Carlos, c'est qu'effectivement, la difficulté qu'on a eue en plus, c'est qu'on a eu énormément de problèmes liés à du vandalisme et à du sabotage sur le site, et ce qui fait qu'on a eu beaucoup de problèmes d'eau. Et là aussi, le fait de travailler en ossature bois quand on a des problématiques de fuite, ça peut créer des difficultés supplémentaires. Bien, merci. Peut-être une question sur le label, finalement, que vous avez au final obtenu. Alors, peut-être une question pour Gilles. Comment s'est passée cette obtention, et au final, si vous pouvez peut-être parler, oui, de ce que ce label peut-être impose en termes de critères aujourd'hui, et comment ce bâtiment y a répondu. Alors, en ce qui concerne le label, comme je le disais tout à l'heure, notre témoignage sur ce projet est un peu biaisé parce que nous étions pionniers, tous ensemble, les certificateurs, les fabricants, ce qu'on appelait les services techniques nationaux ou européens des fabricants, pour avoir avec grand plaisir des données de départ quand on les avait. Donc, c'était vraiment, on allait à la pêche. L'expérience de ce BBCA nous a permis de mieux aborder après l'arrivée du E+C-, puisqu'il n'était pas encore tout à fait d'actualité à l'époque. Donc les C1 et les C2, les cotations qui sont du monde des bureaux d'études. Et le fait aussi, c'est que le bois, au travers de nos calculs normés, de calculs de col blanc, comme je dis, est très mal mis en valeur, même encore à ce jour. Et je profite de le dire parce que nous sommes dans l'enceinte de FIBois. Malheureusement, les fiches de données environnementales, selon les concepts d'ossature bois, le MOB, le classique, comme a évoqué tout à l'heure M. Klinger, ou le KLH, le CLT, ou des choses comme ça, sont trop mal caractérisées. Le bois pourrait s'exprimer dans toute sa splendeur et dans toute sa brillance en démarche carbone, cotation carbone et autres. Et à ce jour, au même titre que les DTU, les normes et ce que je perçois des Eurocodes, le bois est mal serré, mal vendu, mal apprécié par rapport à sa qualité normale. On ne lui demande pas d'être plus brillant qu'il n'est, mais tout simplement, il a une qualité, il a une filière de provenance depuis la sylviculture qui est vertueuse, qui n'est pas éloignée, les Vosges, la Forêt-Noire, le Massif central au pire, donc 300-400 km, donc c'est quelque chose de vertueux à l'échelle d'une construction. Ce bois, on a toujours du mal, et encore aujourd'hui, si je peux me permettre, on a encore du mal à le valoriser par rapport à des contre-attaques, entre guillemets, parpaings vertueux, béton vertueux, qui sont, il faut le dire, moins vertueux que devrait l'être le bois. Et dans nos matrices de calcul, dans les caractérisations, on a du mal à le placer quelquefois, même si nos convictions personnelles sont claires. Le bois est beaucoup plus vertueux dans certains contextes, dans certains usages. On ne fera jamais un sous-sol enterré en ossature bois avec de l'humidité et de la capillarité, enfin, je pense en tout cas. Donc il ne s'agit pas de le mettre aux endroits où il n'est pas pertinent. Mais c'est un peu l'expérience, cette première expérience qui était pionnière, et le témoignage d'aujourd'hui, parce qu'il s'agit de retracer cette expérience dans l'actualité d'aujourd'hui. Et on parle beaucoup de RE 2020, de carbone, de filière bois qui est en crise économique parce que les Chinois et les Américains, pour l'instant, sont braqués sur les achats européens. Du jour au lendemain, ils vont tourner le dos et retravailler avec le Canada parce qu'ils vont s'embrasser sur la bouche un jour ou l'autre. Donc, on va refaire plouf avec ces surcoûts de bois, donc ils ne sont que temporaires, à mon avis. Mais on a nous-mêmes du mal à valoriser notre filière, qui est la meilleure filière d'Europe quand même, en France, au niveau du bois, et on a du mal. Et c'est un peu rageant. Voilà, je voulais le dire. C'est un peu rageant, au même titre que les DTU qui parlent encore de par vapeur
alors que l'OSB 3 sait faire ces fonctions-là, alors qu'il y a des pare-vapeurs intelligents. On a toujours ces règles de l'art, même avec les règles RAGE, qui sont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en retard, parce qu'il y a du lobbying à Paris, parce qu'il n'y a pas d'intérêt convergent entre diverses filières, et qui fait que cette filière pêche un peu de sa faiblesse peut-être organisationnelle au niveau national, au niveau lobbying. Je me permets de le dire, parce que je vais chaque année au Forum du Bois, et je m'aperçois que c'est des guerres de petits châteaux, de petits royaumes, même au Forum annuel du Bois. J'étais à Épinal il y a 2 ans. J'ai été choqué par ça, qu'on ne soit pas capable d'apprécier, de pouvoir valoriser à la juste valeur cette filière bois et l'ossature bois, sans lui demander plus, sans mentir, en étant tout simplement honnête et factuel. Et Gilles, pour aller dans ton sens, on a Olivier Lang autour de la table. Je ne sais pas si Olivier voudra prendre la parole, mais je pense que ça serait bien parce que c'est quand même le patron de notre branche construction bois. Et aujourd'hui, les gens de sa branche, les entreprises sont malheureusement dans de très très grandes difficultés pour pouvoir faire des cotations, pour pouvoir faire des devis, pour pouvoir répondre aux délais qui leur sont demandés. C'est vraiment la secousse majeure. Je crois que la filière bois en France, en tout cas la construction bois, c'est celle qui a le plus de conséquences désastreuses de la pénurie à laquelle beaucoup de filières font face. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il est absolument temps d'accélérer la structuration de la filière, de couper les dépendances par rapport aux pays étrangers, notamment à l'Allemagne et à l'Autriche, pour être vertueux, mais aussi pour utiliser au mieux nos propres forêts, et de sorte à ce qu'on puisse répondre à la demande de bois, parce que pousser le bois d'œuvre politiquement partout en France, c'est probablement vertueux, mais encore faut-il que derrière, les entreprises puissent répondre à tout moment de façon indépendante et indemne de la conjoncture et de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Or là, on se rend bien compte que ce n'est absolument pas le cas. Et c'est triste parce que si aujourd'hui on devait démarrer Eco2 ou on était en milieu d'Eco2, je pense que nos partenaires auraient les plus grandes difficultés pour nous dire dans quel délai et à quel prix ils allaient pouvoir nous livrer et édifier ce qui leur est demandé. Donc voilà, c'est vraiment... le point que soulève Gilles, je pense, c'est un point absolument déterminant. Je l'entends tout à fait et voilà, je vous remercie de cette honnêteté. Après, c'est vrai que la situation de la filière aujourd'hui, je peux, Olivier, si tu souhaites en parler, je peux t'accorder 2 minutes. Après, c'est un sujet à part entière aussi, dans le sens où on pourrait y passer encore quelques heures. Donc, Olivier, je peux te laisser 2 minutes en l'évoquer si tu le souhaites. Après, on reviendra sur le projet, juste pour terminer en bonne et due forme. Oui, merci. Bonjour à tous, effectivement. Merci de me laisser la parole 2 minutes en tant que président de la Chambre de construction bois, la Fédération française du bâtiment. On a, la filière bois, des perspectives devant nous qui sont aujourd'hui extraordinaires et Gilles, dans son intervention, l'a clairement précisé. Effectivement, on peut avoir quelques difficultés sur l'organisation de cette filière et je crois que Franck a passé des messages tout à l'heure sur autant la problématique de l'organisation que la volonté que nous avons de la structurer. Et je crois que quelque part, ce qui se passe aujourd'hui dans la filière, on va le considérer comme étant une opportunité, un électrochoc. Évidemment, nous avons besoin dans une filière comme la nôtre de carnet de commandes. Ça tombe bien. Je pense que plus c'est moins et la volonté politique, notamment des discussions que nous avons avec l'Eurométropole, dont nous avons eu il n'y a pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, et les perspectives que nous avons devant nous vont effectivement apporter les commandes nécessaires à la filière. Et puis ensuite, il va falloir la structurer sur la partie matériaux pour être moins dépendant des Allemands, donc structurer l'offre française, qui est des discussions qui sont déjà en cours, notamment grâce à l'intervention de Fibois, mais c'est une urgence et la situation actuelle nous prouve à quel point nous pouvons être fragiles sur la question. Donc c'est un vrai électrochoc et une vraie remise en cause de nos modes de fonctionnement qui étaient un petit peu endormis, assis sur 15 ou 20 ans de pratiques qui fonctionnaient pas trop mal. Donc on ne s'était pas remis en question. Et puis il y aura un troisième axe sur lequel il faudra également travailler, c'est la formation de nos compagnons. La formation qui passera par de l'information, mais aussi du recrutement, qui passera par l'éducation nationale, parce qu'organiser une filière sans avoir de compagnons formés et compétents va poser de réels sujets. Voilà, la situation actuelle est celle de toute filière qui se renouvelle, qui s'invente, qui se crée, mais
je pense le dire, c'est un véritable challenge pour l'ensemble des confrères de la filière. Et j'ai parfois le sentiment qu'il se passe des choses qui ne se seraient peut-être pas passées s'il n'y avait pas eu l'ensemble des électrochocs que nous traversons aujourd'hui. Voilà. Donc on y est très attentif et on travaille, comme le disait Franck, en interprofession avec l'ensemble des entreprises de la filière, que ce soit par les donneurs d'ordre, les promoteurs, l'ensemble des confrères de la maçonnerie jusqu'à l'électricité, pour essayer d'organiser cette filière, lui donner un fil conducteur et une fluidité qui fait qu'on évite les quelques déboires que vous avez eus sur le chantier là. J'ai entendu parler de dégâts des eaux, de complexité, etc. Donc il y a tout un travail à faire et c'est pour moi un enjeu formidable auquel je suis certain qu'au travers d'expériences et d'échanges que nous avons aujourd'hui, on va y parvenir. Il y aura encore quelques accidents de parcours, mais on y parviendra. Merci Olivier. Je reviens sur le projet ECO 2. Monsieur Manus m'a envoyé un message, il devrait être de retour. Oui, je suis là, excusez-moi. Petit souci technique. Ça marche. Merci d'être là. Donc, vous êtes l'architecte de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre vision des choses et notamment sur comment vous avez accueilli le programme qui intégrait finalement différents matériaux? Est-ce que ça a nécessité des compétences particulières? Bref, en quelques mots, votre vision sur ce projet, s'il vous plaît. C'est vrai que ce projet est déjà très intéressant de par son programme, hein, du coup la mixité qui a été mise en place, plus effectivement la volonté de l'obtention de ce label BBCA. En conception, ça nous sort effectivement un petit peu de nos habitudes, entre guillemets, de construction classique, béton, briques. Donc là, le fait de mixer les matériaux, effectivement, était très intéressant et permet aussi effectivement de chercher des nouvelles techniques et de chercher à s'améliorer sur le domaine de la construction. Très bien, je vous remercie. Je passe la parole à Ronan Bélier du pôle Fibre Énergie Vie pour la dernière partie de ce retour d'expérience. Oui, merci beaucoup Thibaut, merci à tous les acteurs du projet. Ce que je vous propose pour cette dernière partie, c'est que on fasse, si vous le voulez bien, en fait, et chacun à tour de rôle, du coup, un travail de synthèse. Alors, il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été évoqués, en fait, tout au long de ce retour d'expérience. L'idée, si vous le voulez bien, c'est que chacun, en fait, dans une logique un petit peu d'autocritique constructive, hein, finalement, puisse à tour de rôle s'exprimer sur, d'un côté, en fait, peut-être 3 à 5 éléments qui ont été pour vous, en fait, des éléments positifs et qui se sont bien passés sur cette opération, et peut-être juste très rapidement d'évoquer les leviers qui ont permis en fait que ces éléments-là fonctionnent bien. Et puis en parallèle, peut-être de nous évoquer 3 à 5 éléments qui se sont moins bien passés finalement et sur lesquels, si c'était à refaire, vous imaginez peut-être des améliorations ou en tout cas une approche différente dans la manière de traiter ces axes-là sur le projet. Donc vraiment, l'enjeu, c'est un petit travail de synthèse. Encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits au préalable, mais voilà, c'est peut-être de refaire de manière très synthétique cette reprise de 3 éléments positifs, 3 éléments à améliorer. Donc on peut peut-être démarrer par Franck et Carlos, si vous voulez bien, pour Alcis, et puis on continuera avec chacun ensuite sur ce travail de synthèse. Vas-y, Carlos. Alors, comme ça a été souligné un certain nombre de fois tout à l'heure, vraiment les interfaces, la gestion des interfaces qui est pour moi la plus grande difficulté de ce projet, et passer plus de temps à les étudier en amont. Ça, c'est vraiment pour moi le principal levier qu'il faut retenir. Le second levier, c'est le fait que le moteur de calcul n'était pas complètement abouti. On a vraiment passé beaucoup de temps à aller chercher le moindre mètre carré de bois à gauche et à droite, voire aller même contre nature dans la construction, à aller, j'ai un exemple en tête, c'est en attique, on a juste fait un plancher haut attique en bois, ce qui, d'un point de vue structurel, n'apporte rien. Donc, ce jusqu'au boutisme pour aller chercher le moindre mètre cube de bois dans le projet, si on peut l'éviter, c'est toujours plus intéressant. Ensuite, les plus, c'est
le projet en lui-même qui est hyper intéressant par sa variété architecturale, mais sa variété technique. Et on a vraiment la grande réussite de ce projet-là, c'est cette mixité qui a été faite sur l'architecture, sur la technique et voire même sur les intervenants. Je trouve qu'on a été… le terme mixité de ce projet-là, c'est vraiment le phare de notre projet. Voilà. On peut même parler de mixité sociale, hein, Carlos, puisqu'on a 60% Exactement. d'accidents en résidence principale éligibles à la TVA à taux réduit, et on a 40% d'investisseurs seulement. Donc, je pense que c'était aussi l'objectif qu'on s'était fixé avec la direction du territoire et avec les élus. Et le service, c'était justement de favoriser l'accession à la propriété en TVA à taux réduit, puisqu'on est éligible justement à ce taux de TVA, étant en zone de renouvellement urbain. Et donc, c'était déterminant également d'avoir une mixité d'acquéreurs. Moi, je pense que les deux points de vigilance extrêmes que je voudrais souligner et qui sont pour moi déterminants et qui ont été les écueils de ce projet sont d'abord, encore une fois, l'économie de la construction, qui doit être beaucoup plus poussée, beaucoup plus pointue, beaucoup plus modélisée et qui doit avoir plus de temps pour travailler. Et il faut avoir deux économistes au moins, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux économistes qui se confrontent pour être certain qu'on ait probablement la bonne vision à terme. Et puis après, je crois la maîtrise d'œuvre d'exécution qui doit être beaucoup plus présente, c'est-à-dire que ce sont des projets où, encore une fois, la quotidienneté est quasiment nécessaire à certaines phases critiques, voire quasi en permanence, puisque vous l'avez vu, le problème d'interface, et a fortiori sur un chantier très complexe en termes de logistique, puisque ceinturé par le domaine public, la maîtrise d'œuvre d'exécution doit absolument être constamment là, parce que dès qu'elle n'est pas là, le chantier dérive. Donc voilà, ça c'est pour moi les deux éléments fondamentaux d'une opération un peu plus complexe, et pour les plus complexes encore, au-delà de celle-ci, ce sera encore plus vrai. Merci beaucoup, Franck. Peut-être un élément positif que tu retiens de cette opération. On a évoqué effectivement les points de vigilance qui sont importants. L'élément positif, Renan, c'est justement la courbe d'apprentissage, puisque avec Gilles, on était parti d'un pari. Et relever le pari, c'était franchement pas du tout une opération gagnée d'avance, hein, très loin s'en faut. Et quand vous relisez la délibération prise par le conseil municipal de la ville de Strasbourg, vous voyez qu'on était très attendu au virage avec des sanctions financières extrêmes en cas de raté du virage. Donc avec Gilles et avec tout le monde, on avait absolument interdiction de ne pas parvenir à l'objectif. Et donc, d'où une pression extrêmement forte aussi sur toute l'équipe, puisque les sanctions étaient extrêmement lourdes. Donc c'est vrai que cette courbe d'apprentissage a été très importante pour Carlos, pour nous et pour moi, et puis pour l'ensemble des acteurs du dossier qui sont récurrents, puisqu'on continue de travailler évidemment avec Gilles, on continue de travailler avec HN, on continue de travailler avec Ingénierie Bois. Donc, c'est des gens avec lesquels on va continuer de travailler et on continuera très longtemps de travailler encore, parce que justement, on accumule ensemble de l'expérience et on se rend compte que cette expérience commune développée au fil des projets est déterminante pour mieux réussir celui d'après. Ok, mais merci beaucoup. Je note effectivement cet élément aussi dans les points positifs, c'est-à-dire le fait d'être parti avec une équipe en fait sur lequel il y avait cette volonté commune de travailler et cette connaissance aussi en amont qui est un facteur facilitant. Est-ce que peut-être, Monsieur Manus, si vous êtes toujours avec nous, vous voulez bien vous prêter à ce travail de bilan et de synthèse sur à la fois les éléments positifs que vous retenez de cette opération et puis sur les éléments qui seraient à améliorer? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi du coup je suis surtout intervenu dans la phase conception donc du projet. Après c'est une autre partie chez nous, c'est un collègue qui avait repris effectivement la partie travaux. En conception, c'est vrai que pour nous les points de vigilance, comme l'a souligné Carlos, effectivement c'est les interfaces qu'on n'avait pas forcément l'habitude de traiter. En point négatif, je dirais qu'il nous a peut-être manqué un peu de temps de synthèse entre les différents bureaux d'études et nous en tant qu'architecte sur cette conception. En point positif, évidemment, nous, on est très contents du projet. C'était un apprentissage formidable et le projet ressort comme on le souhaitait, donc on est contents. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Peut-être également, Monsieur Foël et Gilles, si vous voulez bien, en fait, sur la partie bureau d'études, vous prêtez à ce même travail de synthèse, donc sur les éléments positifs, les éléments à améliorer. Donc, je vais prendre la parole, je laisserai la place à Damien ensuite. Sur le volet des valeurs restant à améliorer de cette expérience, en tant que bureau d'études, trop de déconnexion entre l'étude qui est un peu scolaire, qui est un peu calculatrice, hein, il y a certains volets, tout à l'heure Franck et Carlos l'ont dit, trop de déconnexion avec la partie travaux. Et c'est une frustration dans nos métiers puisque
faire une partie de travaux après avoir conçu théoriquement, je stigmatise un peu, ça nous permet d'être meilleurs pour la fois d'après. J'ai appris, moi, à l'ancienne, il y a 40 ans, 45 ans, en tant que bureau d'études, et on est de plus en plus déconnecté. Et quand on revient à la technique du bois, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut revenir aux vraies valeurs de conception d'autrefois, des vrais carnets de détails dans le dossier de consultation où on exprime par du graphisme le feu, l'acoustique, l'arrêt du voile béton 4 cm en arrière d'une pièce de bois, où on caractérise les fluides avec des cotes d'ajustement, des tolérances d'exécution. Et il y existe maintenant de très très peu de projets où en maîtrise d'œuvre, on reprend le stylo, un bout de papier blanc et on dessine et on échange par le dessin. Et je pense qu'il faut y revenir. Les anciens n'étaient pas plus bêtes que nous et souvent plus intelligents parce qu'ils avaient moins de matériel informatique et d'études. Il faut revenir vers le dessin, il faut revenir vers des carnets de détails à la phase pro et pas seulement au moment où l'entreprise arrive, pour que la maîtrise d'œuvre communique entre elles et qu'elle communique à l'entreprise qu'elle a conçue et pourquoi et comment elle l'a conçue. Et peut-être que l'entreprise aura une meilleure idée, et on l'écoutera, il faut qu'on soit réceptif, et elle nous apportera ses valeurs au stade suivant, donc le stade de début de préparation de chantier, mais vraiment parler par-delà l'informatique. Je vois qu'une personne parle de BIM. Le BIM, l'outil informatique n'est pas prêt. L'outil informatique, malgré tout ce qu'on peut écrire, n'apportera pas la réponse parce qu'il ne remplacera jamais le cerveau de Damien, il ne remplacera jamais le cerveau de l'économiste et il ne remplacera jamais le cerveau de Gilles, aussi modeste que je puisse être. Et par le BIM, on ne remplacera jamais l'intellect, le dialogue, l'esprit d'ouverture en phase conceptuelle. Donc ce deuxième volet, trop déconnecté. Et également en bois, il faut adapter les phases d'études. J'en avais parlé déjà avec Thalie. Sur ECO 2, on a mis 3 mois opérationnels avant de pouvoir déposer un permis de construire, où habituellement, on nous accorde 1 mois, 1 mois et demi. Parce que quand on fait du carbone, quand on fait du bois, quand on veut s'engager sur des choses honnêtes, avant de déposer le permis de construire, il faut tout calculer le projet en tout corps d'état. Et il faut plus de temps, donc il faut sortir du schéma habituel où une fois qu'on connaît les formes urbaines, une fois que le maître d'ouvrage a dit qu'il veut tant de T2, tant de T4, tant de TS3, il faut laisser bien 3 semaines à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui travaille en même moment et en parallèle pour pondre un bébé où l'image correspond bien aux engagements de bois, de carbone et de performance. Et avec la RE 2020, ça va être encore plus important. Ensuite, le dernier regret, j'en ai beaucoup des regrets, mais bon, je suis passionné, c'est le bois, c'est bien, mais il faut le penser en confort d'été. Là, on l'a mis en haut, on l'a mis à l'endroit où le confort d'été est le plus fragile dans le mariage avec le bois. Et alors nous, on a évolué un petit peu depuis, il faudrait qu'on évolue encore plus, nous, chez Helios. Il faut vraiment qu'on mette du bois en réfléchissant à toutes les sciences. Alors, l'époque, en ce moment, nous montre et nous rappelle une nouvelle fois l'enjeu du confort d'été. Mais il faut vraiment que l'on pense au confort d'été et ça touche aux isolants biosourcés. Donc, ça pousse encore plus à aller dans le carbone, mais ça pousse à aller encore plus vers des augmentations de coûts construction. Donc là, on a un gros boulot à faire qu'on n'avait pas fait sur ECO 2 parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à pousser, beaucoup de boulets à tirer, on était assez novateurs. Ensuite, sur le terme des réussites, je vais être très rapide, c'est ce que j'ai dit, arriver à faire un projet où le bois n'est pas omniprésent et où le bois n'est pas absent. C'est-à-dire le bois étant dans une cohabitation intelligente et où à la fin, on n'a pas une usine à gaz. On a un projet même qui n'est pas perceptible. On ne sait pas où est le bois et où n'est pas le bois. Et on a un projet quand on passe dans la rue, on ne sait même pas s'il y a du bois. Et je terminerai sur cette dernière image. On cache un peu trop le bois quand on construit en bois. Ça, je l'ai déjà dit quand on a fait des retours d'expérience de l'île au bois. Il faut qu'on apprenne, nous aussi, concepteurs et architectes, et promoteurs, à montrer une partie des ouvrages bois pour rappeler les odeurs, rappeler le visu de ce qui existe derrière la plaque de plâtre. Et pour apporter une phase de considération de l'usager par rapport à l'ouvrage qui le protège des intempéries. Voilà.
Gilles, juste un tout petit bémol sur le bois apparent, si tu permets, c'est qu'en intérieur, effectivement, je pense que, par exemple, le bois apparent pourrait être valorisé plus qu'il ne l'est. C'est assez délicat parce que s'il faut répondre aux exigences des consommateurs, et honnêtement, en cette matière, c'est pas simple. Mais par contre, le bois extérieur, aujourd'hui, y compris des élus, ne le souhaitent pas parce que le bois vit, on le sait tous, il évolue, il se décolore ou il se colore. Et honnêtement, peu de gens aujourd'hui nous disent qu'ils y sont extrêmement favorables. Et alors, le problème après, c'est celui de l'entretien aussi et le coût d'entretien des copropriétés. Il faut faire très attention à la maîtrise des charges. Et si d'aventure un bois apparent devait nécessiter plus d'interventions, y compris par exemple avec des échafaudages ou avec des nacelles, et un traitement, on va dire, à intervalles réguliers pour qu'il conserve sa couleur ou qu'il vieillisse le mieux possible, malgré des expositions pas toujours favorables. Là, c'est pas forcément souhaitable. En tout cas, il faut être extrêmement précautionneux lorsqu'on aborde le bois apparent pour les conséquences qu'il peut avoir dans l'esprit parfois des élus et surtout des consommateurs, quoi, et des futurs usagers. Ok, ben merci en tout cas, merci Franck pour ce complément et merci Gilles pour ce travail de synthèse qui était aussi très très intéressant. Peut-être pour Ludovic et puis pour Vincent après, pour essayer de respecter ou de ne pas trop dépasser en tout cas en fait le délai qu'on s'était donné, le timing pour cette réunion. Est-ce que vous voulez bien l'un et l'autre vous prêter à ce même travail de synthèse? Et puis effectivement sur la question de Véronique Auger, et je rejoins ce que Gilles disait, le BIM aujourd'hui, même il y a encore déjà en fait des problématiques technologiques à solutionner et ne remplacera pas ou n'a pas vocation à remplacer l'intelligence humaine et la matière grise qui est derrière. C'est bien voilà, un outil complémentaire qui peut venir progressivement amener de la puissance de calcul en fait. Et des compléments en fait d'intelligence, mais un outil au service en fait des acteurs du projet. Peut-être Ludovic et Vincent, si vous voulez bien, donc sur ce même travail de synthèse assez rapidement. Désolé de vous contraindre un peu. Pour nous, en tant que bureau d'études structure bois, je dirais que le point négatif qui aurait été peut-être à approfondir, c'est le contentement des maisons. Même si les structures sont simples, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en zone sismique 3. Et qu'à partir du moment où la charpente bois doit reprendre des masses sismiques liées au mur béton, on a des poids importants à retransmettre. Ce qui fait qu'on s'est rendu compte qu'en exé, que certains murs nécessitaient d'avoir des ancrages assez importants, ce que disait déjà M. Pilmer tout juste avant. Peut-être que ce point-là, en termes de contentement, on aurait pu l'approfondir. Parce qu'un mur béton, pour le comparer à un mur à ossature bois, il est entre 4 et 5 fois plus lourd en masse réelle. Donc forcément, ces masses-là sont également à répertorier ensuite au niveau des ancrages, des fixations, des assemblages, des fondations, etc. C'est le point sur lequel je pense qu'on aurait dû travailler un peu plus en détail avec HN Ingénierie. Après, le point positif, c'est ce que tout le monde soulignait déjà, c'est que la coopération avec les autres bureaux d'études et avec le charpentier, c'est très bien passé. Donc, de ce côté-là, je veux dire, c'est une réussite pour nous. Voilà. Merci beaucoup Ludovic. Et puis peut-être Vincent, si tu veux bien, pour finir en fait ce travail de synthèse, exprimer en fait pour toi les éléments positifs et les éléments à améliorer. Alors, peut-être déjà d'abord une précision. Du coup, je vais commencer par une question. À Franck, on a parlé beaucoup d'économie de projet, d'économie de la construction et de problèmes qui avaient été liés à cela. Mais j'imagine, Franck, que ce n'est pas lié juste à la construction bois ou à l'utilisation du bois dans la construction. Alors, non, c'est un problème d'économie, d'approche économique de tous les projets, quels qu'ils soient, et quel que soit le mix matériaux, quelle que soit la nature des matériaux, le mode constructif. C'est qu'à une époque, on savait construire de façon calibrée par des ratios, parce que globalement, on reproduisait des mêmes techniques, des mêmes technologies sur des gabarits de bâtiments à peu près identiques, avec très peu de suggestions disgracieuses ou disgraissantes. Aujourd'hui, chaque bâtiment est extrêmement expérimental, voire démonstrateur sur des technos qui ne sont pas forcément maîtrisés, et même en technique courante comme on l'a fait là, ça a des conséquences sur les coûts de construction qui ne sont pas neutres, et donc l'économiste aujourd'hui doit vraiment être au cœur de l'équipe, au cœur du réacteur, et c'est lui qui synthétise finalement l'action entre tous les acteurs, et il doit modéliser, alors c'est pas du BIM mais c'est sa propre maquette numérique, de sorte à ne plus jamais travailler en ratio et ab initio travailler sur la base de métrées effectives qui lui sont fournies par justement les bureaux d'études pour lesquels il sert de rotule. Et en fait, ça, on ne l'a pas monté à l'époque parce qu'on ne le pressentait pas comme au moins aussi déterminant, d'autant qu'on avait eu une économie de la construction approchée lot par lot
par l'équipe de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution, et malheureusement, les chiffrages étaient très très éloignés de la réalité, et ce qui explique qu'aujourd'hui, on en tire des enseignements pour justement pouvoir garantir aux élus, à nous-mêmes et à nos partenaires la réalité de la faisabilité effective de l'opération et que personne n'enfume personne ou personne ne raconte la musique à personne. Et Gilles, par exemple, qui est autour de la table, est un des garants de ce phénomène, puisqu'il nous rappelle régulièrement que les choix que nous faisons ont des conséquences économiques et rapidement, il nous donne des chiffres, et ce qui permet de corriger le tir. Et dans les itérations, il y a donc les itérations techniques, mais il y a aussi les itérations économiques qui sont faites simultanément et qui permettent d'attirer dans la cible fixée initialement avec les élus lors du concours ou en phase de développement de l'opération initiale, quoi. Merci Franck. C'était juste pour que l'ensemble des participants n'aient pas l'impression qu'il y a eu une grosse problématique de l'économie de la construction autour de l'utilisation du bois. Donc pour notre part, en ce qui nous concerne, un point négatif, peut-être un point à améliorer, on va dire comme ça, on aurait peut-être gagné à faire intervenir l'entreprise de construction bois en amont, effectivement aux côtés d'ingénierie bois, pour aller un peu, ou pour intégrer, en tout cas pas pour aller plus loin dans les études, mais pour intégrer en fait la partie industrielle ou de ce que peut apporter une entreprise dans ce type de projet. Voilà. Sinon, pour le projet en tant que tel, j'ai vraiment apprécié avoir travaillé là-dessus pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'est pas sur un vaisseau spatial. Alors, on a entendu Franck, Carlos, on a entendu plein d'intervenants. Il n'était pas simple. Mais la maîtrise d'ouvrage a poussé ses volontés vraiment très haut pour le label BPCA et les autres appels auxquels ils ont fait appel. En tout cas, pour la partie bois, construction bois, on est sur une, ça a été répété, mais je vais le répéter encore une fois, sur une technique courante, sur une ossature bois. On n'est pas sur un vaisseau spatial, on est sur quelque chose de maîtrisé, on est sur des techniques qui sont éprouvées, pardon. On est sur des techniques qui ne nécessitent pas des masses et des masses de bois comme le CLT. On est sur des techniques qui permettent une valorisation plus locale. C'est-à-dire que les bois sont transformés par des entreprises locales, mis en œuvre par des entreprises locales. Ça, c'est toujours un bon point. Mon président au sein de la FFB tout à l'heure faisait un petit focus sur l'état actuel de la filière. J'ai toute confiance en la filière pour qu'elle se mette en ordre de bataille et qu'elle se restructure très très vite. On voit les évolutions déjà aujourd'hui, donc on aura connu quelques semaines ou quelques mois, dans le pire des cas, de fluctuations ou de tensions, mais j'ai bon espoir que tout ça rentre dans l'ordre. Du coup, il ne faut surtout pas hésiter à appeler le bois dans la construction de logements et de l'utiliser à bon escient. Gilles en a parlé très bien tout à l'heure. Il ne s'agit pas de ne construire que des vaisseaux spatiaux, des ouvrages d'exception et des ouvrages très grands, très hauts, très chers, mais il s'agit d'utiliser un maximum de bois dans la construction de logements, que ce soit en structure ou en habillage. La filière sait répondre aux demandes. L'Eurométropole de Strasbourg, FIBOIS, la Fédération française du bâtiment, tout le monde travaille dans ce sens. Donc, utilisons du bois, utilisons les entreprises locales. Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour effectivement finalement ce propos qui sonne aussi presque un peu déjà comme une pré-conclusion de ce retour d'expérience. Peut-être juste, et sauf si les uns ou les autres vous souhaitez dire un dernier mot, mais vraiment très très rapidement, sinon je vous propose de passer à la slide suivante pour vous rappeler que le prochain retour d'expérience donc aura lieu le mardi 6 juillet, donc sur un format identique, donc de 11h à 12h30. Il sera consacré à la rénovation énergétique de l'école en fait Branly. Et puis, sachez qu'on a le souhait de pouvoir, encore une fois, vous le savez, dans le cadre de ce dispositif, assurer une continuité à la fois sur les retours d'expérience, mais également sur des rencontres B2B. Donc, on vous communiquera, en fait, après l'été, les dates des prochains retours d'expérience. On essaiera, si ça convient à tout le monde, de rester, en fait, sur cette approche d'un mardi, en fait, fin de matinée. Et puis, donc, d'organiser sur le T3, voire peut-être plutôt même le T4 en fait 2021, les rencontres physiques B2B bois qui étaient en fait à l'origine le point de départ des échanges en fait que nous avons eus donc avec Thalie et avec Thibaut, donc avec l'Eurométropole en fait et FIBOIS, dans le cadre de l'organisation de ce dispositif en fait
de rencontre qui a vocation à favoriser finalement les échanges, les prises de contact en vue derrière de la constitution en fait, de groupes et de groupements pour pouvoir répondre aux attentes exprimées en fait, par la collectivité sur l'utilisation de manière plus importante du matériau bois. Je ne sais pas si Thalie et Thibaut, vous souhaitez peut-être dire un mot complémentaire en conclusion ou si certains acteurs du projet souhaitent dire un dernier mot. Sinon, et je m'en excuse, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de faire un temps de questions-réponses, mais si vous le souhaitez, on a essayé de répondre en fait au fur et à mesure dans les questions qu'il pouvait y avoir en fait au niveau du chat, et on pourra tout à fait en fait soit sur les prochains retours d'expérience, soit dans les rencontres B2B poursuivre ces échanges et donc répondre aux questions que vous auriez en fait sur cette thématique. Voilà. Je ne sais pas si Thalie et Thibaut, vous souhaitez dire un mot en fait en complément. Je voulais juste remercier l'ensemble des intervenants voilà, pour leur disponibilité à la fois pour la préparation de l'événement que pour aujourd'hui. Je pense que ça a été un retour d'expérience très riche et qui, je pense, répond à nos attentes. J'espère aussi aux vôtres, à tous les participants qui étiez là. Et merci de votre intérêt. Voilà, et je pense qu'on peut se féliciter voilà, de parler pour le coup sans langue de bois, alors excusez pour le jeu de mots, mais en tout cas vraiment d'aborder les choses le plus objectivement possible et de manière très constructive. Encore un jeu de mots. Bon. Oui, et puis de la même manière, enfin, je m'associe à Thibaut, je ne l'ai pas redit, mais voilà, ces remerciements à l'ensemble des acteurs avec qui on a travaillé ça, que ce soit en fait le groupe de co-organisateurs, les partenaires, et puis l'équipe aujourd'hui de présentation du projet de ce retour d'expérience, ou celle avec qui on est en train de travailler les suivants. Oui, moi, je dirais rien de plus que ce que Thibaut et Ronan ont déjà dit. Voilà, je vous remercie, Franck, et puis toute l'équipe autour de toi. Merci pour votre franchise, finalement, pour votre honnêteté, parce que justement, on n'a pas cherché à cacher à travers ce retour d'expérience des choses qui ont pu mal se passer. Finalement, le but, c'est tous qu'on puisse monter en compétences, en particulier les maîtres d'ouvrage qui voudraient construire en bois, et donc ces enseignements sont riches. On verra comment on peut diffuser plus largement auprès de la FFB et de la FPI, en fait, grâce à cet enregistrement. Les enseignements que vous nous avez livrés aujourd'hui, parce que c'est vraiment important. Finalement, vous avez essuyé des plâtres pour changer du bois. Mais on voit que vous avez finalement aussi progressé sans doute dans vos apprentissages. Alors, il y a une question qui est importante quand même dans le chat, c'était est-ce qu'on va faire une fiche un peu récapitulative de ce qui s'est dit? Je pense que oui. Alors, il y a déjà une base sans doute dans le panorama de la construction bois et puis dans le prix que vous avez organisé. Mais je pense que plus spécifiquement par rapport à ces retours d'expérience autour de l'organisation, de la montée en compétences, on a pris des notes les uns et les autres et donc on essaiera de mettre ça de façon synthétique sous forme de fiches qu'on puisse capitaliser au cours du temps, voilà, en s'appuyant aussi sur le savoir-faire d'Envirobat qui est là parmi nous aujourd'hui et qui a l'habitude aussi de faire ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous et à toutes. Merci à tout le monde et très bonne fin de journée à tous. Bon appétit. Merci, bonne journée, bon appétit. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. On reste 3 minutes, Thibaut et Ronan. Il y a des dernières personnes qui restent encore là, encore 3 personnes. Est-ce que vous voulez bien éteindre votre... Sinon, on ferme et on réouvre le lien, si vous voulez, comme ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont laissé l'ordinateur. Oui, c'est ça, sans doute, ça doit être ça. Ouais. On referme et on se reconnecte sur le même? Oui, tout de suite. Ça marche, à tout de suite.